Et tout de suite, sur Radio Sous-Pente, l'émission Arakai, nous allons laisser parler notre journaliste de pointe, je veux parler de ma camarade Piquet-Cou, qui va vous faire part de son emballement, de sa joie de vivre, depuis qu'elle a pu visiter cette expo à l'Institut du monde arabe concernant cette jeune Algérienne, révélée par toute une bande comment dirais-je, d'amateurs d'art, d'artistes, etc., de Bretons en passant par du Buffet, en passant par ceci, en passant par cela. Une jeune artiste algérienne absolument extraordinaire qui a mis ma camarade complètement en transe. Ouais, alors elle s'appelle Baya. Baya, c'est son nom d'artiste. En fait, elle s'appelle Fatma Haddad et elle est née le 12 décembre 1931 dans les environs d'Alger. Alors, elle a une enfance difficile. Elle va perdre son père en 1937. Elle a donc 6 ans et elle va perdre sa mère quelques années plus tard. Donc, entre-temps, sa mère s'était remariée à un commerçant de Kabylie, mais sa mère va mourir assez rapidement. Donc, Baya vit à Tizi Ouzou et elle est orpheline et elle va travailler donc dans les champs et elle est bergère. Quand sa mère meurt, donc Fatma va adopter le nom de sa mère qui s'appelle donc Baya et elle signera donc ainsi ses œuvres plus tard. Donc elle est orpheline doublement, elle n'est pas scolarisée et elle va continuer de vivre pendant les 2 années suivantes dans la famille de son beau-père. Ensuite, elle sera recueillie, donc, quand elle a une dizaine d'années, par sa grand-mère, qui est ouvrière agricole dans les fermes et des colons. Et là, elle travaillera assez durement. Elle travaillera le matin et l'après-midi, elle va consacrer un petit peu de temps justement à faire un petit peu elle va travailler le sable. C'est là qu'elle va un peu bricoler artistiquement. Et ce qui va un peu révéler Baya, c'est que dans cette famille, en fait, elle va rencontrer Marguerite Camina, en fait, qui est peintre et qui est sœur de la propriétaire. Et Marguerite Camina avait quitté Toulon en 1940 pour s'établir à Alger avec son mari. Ils avaient fui en fait la guerre en France. Donc Baya va se retrouver plongée en immersion dans un milieu artistique. Quand Baya a 12 ans, Marguerite Camina, en accord avec la grand-mère, va la prendre chez elle à Alger. Elle va l'embaucher en fait dans son appartement et elle va l'encourager. Le couple donc ce couple est artiste, donc elle va baigner dans cet univers artistique. Et après, quand c'est son travail de ménage et de course, en fait, elle aura un petit peu de temps. Donc elle va modeler des personnages, elle va faire des animaux en argile, elle va réaliser des gouaches. Et quand Marguerite Camina va faire constater en fait les traces de mauvais traitements qu'elle reçoit de la part de son oncle quand elle va retourner chez sa grand-mère, en fait, elle va l'adopter. Donc Baya donc va continuer ainsi et en 1947, il y a une rencontre avec un sculpteur qui va découvrir le travail de Baya, qui a fait des petites gouaches, des sculptures, et en fait qui va montrer ce travail à Aimé Mect. Alors je ne sais pas si on dit Mect ou Mect pour la galerie Mect. Voilà. Et donc qui était à ce moment de passage à Alger. Et Aimé Mect va adorer ce travail immédiatement, et donc elle aura une exposition qui sera présentée à Paris dans la galerie. Donc elle est toute jeune, elle a 16 ans, quoi. C'est absolument extraordinaire. Et c'est là qu'elle pourra rencontrer effectivement, après Breton écrira un article sur elle. Enfin, elle va rencontrer un peu le monde artistique parisien, mais elle va pas rester à Paris. Elle va partir après dans le sud aussi. Dans les 6 mois après, elle partira dans le sud à Valoris faire de la céramique, où là elle va rencontrer aussi Picasso. Le faune. Voilà, elle est dans l'atelier Madura. Alors après, ce qui est intéressant, c'est on pourra en parler, mais
je pense que on connaît Picasso, on sait ce que Picasso est capable de prendre aux autres. Et quand on voit le travail de Baya et qu'on voit le travail de Picasso, on se demande si finalement Picasso lui aurait pas volé quelques inspirations. C'est presque sûr, à 100%. Voilà. Et donc Baya, quand elle a cette exposition à Paris et qu'elle travaille dans le Sud, en fait, elle va être sur le devant de la scène. Elle aura un article dans le magazine Vogue en 1948 où on la voit en photo derrière ses œuvres et elle fait vraiment, on la voit dans l'exposition, elle fait vraiment toute jeune, quoi. Elle a un petit gabarit, elle est toute fine, elle est avec son burnou. Enfin, c'est impressionnant de la voir comme ça, aussi simple devant une telle reconnaissance déjà médiatique, quoi. Après, elle aura même un article aussi dans la revue Soleil avec Jean Sénac. Enfin, voilà. Et elle retourne après, elle va retourner en Algérie et elle va être mariée avec quelqu'un qui est musicien, qui a 10 ans de plus qu'elle. Donc ça, c'est en 1952. Elle est remise par le cadi d'Alger à son tuteur légal qui la place à Blida. C'est la ville où elle vivra jusqu'à la fin de sa vie. Et là, elle va être mariée donc comme seconde épouse avec un musicien arabo-andalou qui s'appelle El Hadj Mahfoud Eddine, qui aura donc 30 ans de plus qu'elle et avec qui elle aura 6 enfants. Donc là, c'est un moment où elle ne va plus pouvoir travailler, forcément, parce que 6 enfants, en plus c'est la période algérienne qui est quand même compliquée avec l'indépendance de l'Algérie. Donc pendant 10 ans, elle ne pourra pas poursuivre son œuvre. Et puis finalement, grâce aux encouragements de gens qu'elle côtoie, dont Jean de Maisonneuil qui travaille, je crois, au musée d'Alger, elle reprend ses pinceaux en 1961 et elle va participer à des expositions. Et là, elle va être soutenue et donc le musée d'Alger, oui, qui est dirigé par ce Jean de Maisonneuil, en fait, va acquérir et exposera ses œuvres. Et donc là, elle va retravailler jusqu'à la fin de sa vie, pratiquement avec force, parce qu'elle va continuer. On a vu la production de son œuvre, elle ne va pas arrêter, même son œuvre va bouger un petit peu. Et elle sera régulièrement, je crois, exposée quand même en Algérie, quoi. Alors qu'ici, elle a aucune œuvre, si ce n'est au Institut du monde arabe, il n'y a aucune œuvre dans les grands musées nationaux français, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la vie. Elle va mourir à la fin. Je crois qu'elle va avoir un cancer, donc elle meurt en 1998. Voilà. Oui. Enfin, c'est un peu court comme présentation, parce que si tu es avec cette amie dans un tel état, cette exposition que, voilà, on pourrait en parler pendant beaucoup plus longtemps, essayer de dire le ressenti que tu as pu éprouver, enfin, parce que je n'exagère pas du tout, on a fait beaucoup d'expos ensemble, tu es toujours très, comment dirais-je, emballé, enfin c'est un terme un peu concombre, enfin bref. Tu es souvent vraiment très attentive au travail des artistes, etc. Tu arrives à décrypter des choses que moi-même je ne décrypte pas. Tu as une sensibilité complètement dingo, voilà, parfois, c'est qui m'étonne toujours. Et là c'était, enfin, je t'ai jamais vu dans un tel état voilà, après ton parcours, même pas après, parce que ça a commencé tout de suite aux premières œuvres que tu as regardées. Parce qu'après, je pense qu'on va en parler. Là, c'est vraiment une présentation de sa vie. Voilà. Et en fait, effectivement, sa vie, on ne peut pas en parler plus que ça, parce que finalement, elle est assez simple. En fait, c'est une orpheline qui finalement, dans un départ de vie qui pourrait être catastrophique, finalement, a eu ce que la vie t'offre parfois, une lumière, une chance, et que ça a révélé un talent qu'elle avait. Elle dit que c'est un don, le fait qu'elle soit artiste, quoi, et qu'elle est tombée, que cette femme a découvert, en la voyant bricoler dans le sable ou en travaillant un peu l'argile comme ça dans la ferme, elle a vu qu'il y avait quelque chose, donc elle l'a scolarisée, parce qu'au départ elle parlait pas, elle savait ni lire ni écrire, quoi. Et donc elle a rencontré cette femme et sa vie en a été bouleversée. Ça, c'est la magie de la vie, en fait, des fois que... C'est ce que je pensais à propos de Chessac. S'il n'avait pas rencontré Freundlich et sa femme, on n'en aurait jamais entendu parler. C'est la même chose, c'est grâce à cette rencontre, c'est cette rencontre qui l'a révélé, quoi, voilà.
Ouais. Moi, ça m'a fait penser après, même au niveau de l'œuvre, mais par exemple, Séraphine, effectivement, Séraphine qui est bonne dans une maison et qui bricole et qui dessine, qui peint, qui fait 4 pommes sur un mini tableau, et cet Allemand collectionneur d'art, Ude, là, qui voit ces 3 pommes et qui voit que là, il y a un génie, il y a une artiste derrière, quoi. C'est bien que cet Allemand, ce collectionneur, il a quand même révélé Picasso et compagnie, quoi. C'est pas n'importe qui, Voilà. n'importe Donc quoi. il y a un œil, et je trouve que la vie, quand elle apporte ça, c'est magnifique, quoi. Donc effectivement, là il y a toute cette vie de cette femme en plus qui m'a touchée. Et puis après, ben, on va parler. Après, il y a toute son œuvre, alors là, qui sublime tout ça, quoi. Voilà, c'est un morceau de musique arabo-andalouse de Beja Khal, une artiste algérienne. Alors dans cette deuxième partie, en fait, j'ai noté quelques phrases, quelques réflexions qui sont dans l'exposition, qui viennent justement de Baya, ce qu'elle pense de son travail, de la peinture, etc. Donc voilà ce qu'elle dit, entre autres. J'attache beaucoup d'importance à la création spontanée, à la manière des surréalistes. Je pense ce que je sens, je suis agacée quand on me demande ce que je veux exprimer. À travers ma peinture, je vous donne le droit d'y trouver ce que vous désirez. Moi, je peins, maintenant à vous de ressentir. J'ai plutôt l'impression qu'on m'a emprunté des couleurs. Par exemple, des peintres qui n'utilisaient pas le rose indien se sont mis à l'utiliser. Or, le rose indien, le bleu turquoise, ce sont les couleurs de Baya. Elles sont présentes dans ma peinture depuis le début. Ce sont des couleurs que j'adore. J'adore travailler la terre. Je suis à la fois kabyle et arabe et j'ai vécu en Kabylie à Tizi Ouzou. Pas très longtemps, mais je me souviens d'avoir vu les femmes travailler l'argile. C'est peut-être pour cette raison que je m'y suis mise toute seule. J'ai perdu ma mère quand j'étais petite et toutes les femmes que vous voyez dans mes peintures, ce sont des portraits que je fais de ma mère. Elle me manque tant. En plus, il y avait des oiseaux, des plantes, des fleurs, des éléments symboliques de l'Algérie, l'olivier, les palmiers dattiers.
Voilà. Donc ce qu'elle dit, entre autres, plus le fait qu'elle pense que c'est un don qu'elle a reçu de pouvoir être artiste, quoi. Oui, moi je le note au début de tes citations, là. Et je suis tout à fait avec elle dans ces expressions sur la peinture, dire que sa peinture, c'est aux gens d'en parler, d'en penser, de dire qu'ils sont touchés, voilà, mais qu'elle n'a rien à leur dire sur sa peinture. Elle peint, et les autres, bon, ils en font ce qu'ils veulent, mais elle n'a pas à raconter des choses sur ce qu'elle peint. Et ça, je suis 100% avec elle. Elle prépare pas, elle pense pas sa peinture, elle l'a fait, voilà. Ah ouais, complètement. Et en fait, donc elle a une culture qui est complètement orale, puisque jusqu'à l'âge de 12 ans, en fait, elle n'a eu aucun contact avec les Européens. Elle est complètement baignée et elle était à l'écoute de tous les contes aussi qui étaient racontés dans son village, que les vieux et les vieilles racontaient. Et donc, elle était d'un milieu très pauvre, hein, de l'Algérie profonde, donc à la fois de Kabylie et des environs d'Alger. Et en fait, dans certains villages de Kabylie, chaque année, les femmes repeignent entièrement leur maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait, il y a une transmission comme ça de génération en génération, de couleurs, de formes, de sens, de symboles, de musique, de cérémonies, de chants. Et Baya, en fait, s'est imprégnée de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette culture est passée à travers les femmes qu'elle a rencontrées dans ses fermes, sans en avoir vraiment conscience, quoi. Ça l'a imprégnée complètement, quoi. Et après, donc, quand elle a rencontré sa mère adoptive, en fait, elle lui a transmis, elle lui racontait aussi tous ses récits, tous ses contes, et donc sa mère adoptive les a transcrits et après elle les a un peu illustrés aussi. Et donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'on va sentir dans son travail, c'est aussi toute cette culture, tout ce monde en fait qu'elle va complètement sublimer, je trouve, par ses couleurs et ses formes, quoi. Et puis cette mère, après on va voir, qui est quand même omniprésente dans ses toiles, quoi. Non, parce que c'est vraiment un chatoiement de couleurs, mais aussi de formes, parce que elle fait des animaux complètement fantastiques, particulièrement des oiseaux, mais tout ce qui entoure, tout ce qui galope dans la nature, ou tout ce qui pousse dans la nature, ça devient une espèce de fantasmagorie. Voilà, ça pourrait faire un film de Disney, quoi. Ouais, et puis elle a vraiment, elle a un trait vraiment personnel sur ces femmes qui ont un œil un peu allongé. Elles n'ont pas de bouche, elles n'ont pas de nez, elles ont juste des yeux. Avec des arabesques partout, il y a une énergie, il y a une forme, il y a des formes incroyables dans tout ce qu'elle représente. Et moi, ça m'a fait penser vraiment à Séraphine sur certaines de ses toiles où il y a comme des yeux, des plumes, il y a des formes. Et comme quand Séraphine fait ses arbres de vie qui partent en diagonale sur la toile, où là on est porté par cette énergie, là j'ai vraiment ressenti ça sur une grande partie de son travail, quoi. Ouais, ce qui expliquait ton planait, quoi. C'est le terme, elle planait. Oui, parce que pour moi, j'ai vraiment vu cette force, cette puissance-là. En plus, moi, avec des couleurs forcément qui me plaisent énormément. Moi, j'adore la couleur. Et là, quand elle parle effectivement du rose indien, du bleu turquoise, il y a des verts. Enfin, oui, moi, ce sont les formes graphiques et les couleurs qui m'ont surtout touché, quoi, tu vois. Moins que toi, parce que j'ai pas du tout la même sensibilité. Elle est un peu usée, la mienne, mais bon. Mais quand même, tu vois, je veux dire, le graphisme est extraordinaire et il est encore magnifié par des couleurs aussi extraordinaires. C'est d'une richesse. C'est vraiment la tapisserie persane presque. Voilà, c'est quelque chose de. Ça pourrait faire des tapisseries magnifiques. Enfin, si un tapissier s'y collait, ça serait quelque chose de. Et on n'a pas vu de tapisserie. Non, il n'y a pas de tapisserie. Alors, elle travaille de la gouache, hein, c'est souvent la gouache sur papier, sur carton. Sur papier, surtout. Quoi. C'est ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a des grands formats, et les formats particuliers, je ne peux pas dire que c'est du 120, du machin, tout ça.
il y en a un qui fait 3 mètres sur 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres de haut, ou plus. C'est de la gouache. Gouache sur papier, voilà. En fait, ce sont des moyens qui sont tout à fait réduits, enfin, à leur plus simple expression, pour en faire, pour produire des œuvres d'une richesse inouïe en couleur et en forme, quoi. Et on voit, il y a une évolution aussi qu'on sent dans son travail entre le premier fixé sous verre qu'on voit, Ah oui. avec des traits qui sont vraiment enfantins, ses premiers portraits, et puis après, petit à petit, à la fin de sa vie, où là, alors, est-ce que le fait d'être mariée à un musicien aussi a peut-être changé, parce que là, elle représente des instruments de musique qu'elle ne fait pas au début. À un moment, elle illustre donc les fameux contes. Là, il y a toute une série d'illustrations de contes avec des animaux qui restent encore un petit peu enfantins, et après, ça prend vraiment ça explose, quoi. La dernière partie, je trouvais complètement explosée, quoi. Ouais, non, c'est une découverte merveilleuse, parce que voilà, on est dans un monde, enfin le monde d'aujourd'hui, dans ce qui nous entoure, et on ne peut pas dire que le merveilleux soit la chose la plus remarquable qu'on puisse vivre, mais là, voilà, la fonction d'un artiste dans la société, là, elle s'exprime d'une manière vraiment idéale. Voilà, si cette jeune femme algérienne, enfin, elle n'a pas toujours été jeune, mais quand elle a commencé, n'avait pas eu cette espèce de chance de pouvoir nous transmettre ses œuvres, eh ben, on serait pas aussi riche aujourd'hui qu'on l'est, quoi. Je crois que c'est ça. Il y a peu d'artistes qui arrivent à nous faire un petit peu monter au ciel, quoi. Elle, oui. Ouais. Et donc, il y a aussi, elle a été sculpteur aussi, hein. Il y a une sculpture très colorée qui est magnifique d'une petite bonne femme, là, enfin petite, non, une trentaine de centimètres, je pense quand même, qui a, comme si elle était assise, donc aussi avec plein de couleurs chatoyantes. Et en fait, quand elle a commencé à sculpter, en fait, c'était difficile aussi de trouver un atelier pour même trouver un four pour pouvoir cuire ses œuvres. Et donc, sa mère adoptive Marguerite Camina dit qu'en fait, elle prenait les sculptures qui avaient été exposées à la Galerie Mecque en 47 et après, elle les avait fait cuire chez une boulangère du quartier. Donc, il y a aussi une certaine fragilité parce qu'effectivement, il n'y a pas la température suffisante pour durcir complètement cette argile. Et en fait, Baya, donc, ce que je disais, elle n'est pas dans les collections de Pompidou, elle n'est pas à la Tête moderne à Londres, elle n'est pas au MoMA de New York. Et l'explication, c'est Claude Léman, qui est un des co-commissaires de l'exposition, qui l'explique, parce que lui est un grand donateur, il l'a découverte, et il a fait don de plusieurs œuvres à l'Institut du monde arabe. Et il dit qu'en fait, l'Algérie, après l'indépendance, n'a rien fait pour Baya, en fait, que les gouvernements algériens ont considéré que tous les artistes écrivains algériens sont la propriété de la révolution algérienne et qui n'ont jamais fait la promotion de Baya ni d'aucun grand artiste algérien de sa génération à l'international. Et que c'est l'international qui fait la cote des galeries, donc en fait, des artistes, donc en fait elle est passée à travers. Et quand l'Algérie était française, ils ne reconnaissaient pas Baya comme une artiste. Voilà. Donc, ouais, surtout, je pense que le fait qu'elle soit une femme n'est pas étranger à ces tribulations politico-connasse. Voilà, en plus. Alors, nous, on peut que vous encourager à aller voir cette exposition qui est vraiment magnifique. Ça, moi, j'avais les larmes aux yeux, ça m'arrive pas souvent. Je sais pas si c'est devant des œuvres comme ça, je sais pas. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est que effectivement cette exposition ne soit pas vue que par des Algériens qui vivent en France, que ce soit vraiment ouvert. Nous, c'était pas le cas, mais ça aurait pu être une crainte, en fait. Mais en tout cas, une chose dont je suis à peu près sûr, ou je me suis persuadé en tout cas, c'est son œuvre ne pouvait être exposée qu'à l'Institut du monde arabe, parce que c'est vraiment, c'est là, oui, qu'elle prenait toute son, comment on pourrait dire, que l'émotion se concentrait, parce que c'est les autres, les musées français, s'il n'y avait pas eu l'Institut du monde arabe, qui l'aurait exposé? Personne. Voilà, elle aurait été ignorée
des amateurs d'art français et des passionnés d'art français, etc., etc. Et je trouve que ça aurait été vraiment très, 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 très dommage. Voilà. Et je suis bien content, en fait, qu'elle ait exposé à l'Institut du monde arabe, qu'elle soit exposée à l'Institut du monde arabe, et pas au Louvre, et pas à Orsay, et pas à Pompidou, etc., ces grandes machines à faire de la billetterie, là. Mais à l'Institut du monde arabe, elle avait toute sa place. D'ailleurs, on avait vu une exposition aussi qui était extraordinaire à l'Institut du monde arabe. Une sorte des graveurs palestiniens. Ouais, je me souviens plus du nom, mais effectivement, c'était une belle expo. Mais là, c'est vraiment une très très belle exposition. Et donc, qui est peu médiatisée, parce que moi, j'ai pas vu d'affiche en métro. Enfin, je suis tombée sur cette info par hasard en faisant une revue de presse sur Politis qui parlait de cette exposition. Et là, quand je t'ai proposé, tu m'as dit oui, on y va. Je dis chouette. Mais, non, parce que n'importe quelle petite merde qui est exposée dans les grands, parce que les grands musées parisiens, bon, c'est pas toujours le top. Hein. Voilà, alors vous avez tous les couloirs du métro, les quais, tout ça, vous voyez les affiches, et là, curieusement, mais pas de mon point de vue, c'est pas curieux, c'est tout à fait dans la ligne de la France franchouillarde, raciste, et tout ça n'a pas changé, ça. Voilà, elle n'est pas exposée ni à Pompidou, ni à Orsay, ni au Louvre, ni dans les grands musées nationaux, mais elle est à l'Institut du monde arabe. Et c'est très bien. Ouais. Et elle a quand même des œuvres maintenant dans les musées et collections publiques quand même, en Algérie, aux Émirats Arabes Unis, en France. Donc il y a toutes ces petites, c'est Aix-en-Provence, donc tous ces petits contes là, toutes ces illustrations de contes, à Arles, à Laval, à Marseille, au musée Cantini. Voilà, c'est pas dans les grands musées, mais elle est quand même, elle est reconnue, quoi. Elle fait partie, peut dire que c'est quand même une icône maintenant de la peinture algérienne, quoi. Voilà. Moi, je dirais de la peinture tout court. Alors après, on peut, pareil, si on veut qualifier son œuvre, c'est compliqué parce qu'il y en a qui vont dire qu'elle a une œuvre naïve, une œuvre singulière, enfin, et je sais pas s'il faut passer par tout ça, en fait. Non, je crois pas. Non, ils nous gavent avec leur truc, l'art brut, l'art machin, l'art du con, la joie. C'est de l'art, voilà. À partir du moment où on a des émotions, où on est, si vous voulez, complètement dépaysé, jeté dehors par une œuvre, bah voilà, c'est de l'art, point. On va pas, moi j'ai horreur des catégories, des machins, des trucs, alors je ne vais pas m'y coller avec les artistes qui sont un peu différents dans leur style, dans leurs approches de l'image, quoi. Voilà, elle fait des images qui sont belles, avec des couleurs merveilleuses, des graphismes, voilà, sidérants. Bah, et ben alors, c'est de l'art, c'est tant mieux. Mais c'est pas de l'art ceci, de l'art cela. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier, et je serai poussière pour toujours demain.
Celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier et je serai poussière pour toujours demain. Voilà, après cette rediffusion sur cet artiste Baya, donc les expositions. Le Moyen-Âge retrouvé au musée Gustave Moreau jusqu'au 12 février. À la poursuite de la beauté, c'est la collection Pratt au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Dana Schutz au MAM jusqu'au 11 février. Trésor en noir et blanc au Petit Palais jusqu'au 14 janvier. Modigliani, un peintre et son marchand jusqu'au 15 janvier. Désiré Lucas, Voyage vers la lumière et la couleur, musée Eugène Carrière jusqu'au 17 mars, c'est le dimanche après-midi de 15h à 18h. Nicolas de Staël, au MAM jusqu'au 21 janvier. Steinlen, au musée de Montmartre jusqu'au 11 février. Dans les bois, Teresa Lockman à la galerie Kaléidoscope jusqu'au 13 janvier. Shanna Orloff au musée Zadkine jusqu'au 31 mars. Les baigneurs de Daumier, la société mise à nu, c'est au musée de l'Estampe de Gravelines jusqu'au 26 mai. Et à la maison de Balzac, effectivement, une exposition aussi qui sur Daumier avec un parallèle de la comédie humaine de Balzac. Donc je pense que c'est il y a des dessins de Daumier, donc je pense que c'est très intéressant aussi. Si on n'a pas le temps d'aller à Gravelines, on peut déjà commencer par la maison de Balzac. Et ce que la Palestine apporte au monde, c'est à l'Institut du monde arabe, c'est jusqu'au 31 décembre avec donc une prolongation. Alors dans le culturel, moi j'ai regardé deux films sur Arte. Là, le premier film c'est This is England, c'est un film qui est de 2006. C'est un fond, c'est l'Angleterre des années 80, l'Angleterre de Thatcher avec la sculpture skinhead, la Coupe du monde de football, le chômage. Et là c'est un jeune garçon de 12 ans qui va s'intégrer dans un groupe de jeunes skinheads et qui va faire un peu son apprentissage de la vie. Il s'appelle Sean, ce jeune garçon, il joue merveilleusement bien. Il y a une série après qui a été faite, qui est visible sur Arte en plusieurs saisons. Pour l'instant, j'ai regardé que le film et c'est vraiment un film excellent, quoi. Le deuxième film que j'ai regardé s'appelle Ondine. Alors Ondine, c'est un espèce de conte un peu, c'est une histoire d'amour un peu fantastique. Voilà, c'est une jeune conférencière qui
qui est quitté par son petit ami et qui va rencontrer un scaphandrier. Et là, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire d'amour et un drame, il y a du fantastique. C'est voilà, ça fait du bien, ça détend et c'est. Du Genet. On dirait du Genet. Ah ouais, mais effectivement, alors il y a une histoire d'Ondine. Ondine, c'est un conte apparemment qui est connu. Et là, c'est un peu voilà une interprétation de ce conte. Donc c'était deux très bons moments, quoi. Et tout de suite, sur Arakaï, le salut à nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, de la Côte d'Azur bretonne, Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Coudé-Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, Claudine, une camarade, un camarade Peiteco, des camarades, vraiment camarades. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Frédéric Di Fredo, une bande d'artistes qu'on aime beaucoup. Voilà, Joël, lui, n'est pas artiste, mais il vagabonde de par le monde et il passe une grande partie de ses loisirs en Égypte, au Caire. Ouais, il faut le faire. Mais comme disait une Palestinienne expulsée de France, une grande nana, elle se sentait plus libre au Caire qu'en France. Faut le faire quand même. Juliette Planche, une graveuse émérite en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'on aime beaucoup et qui anime aussi par de temps en temps une émission sur Radio Bigaille. Vous avez d'ailleurs Radio Bigaille sur le blog Arakaï, si vous voulez l'écouter, vous pouvez en cliquant sur Radio Bigaille. Marie-Christine Béguet, une graveuse en relégation dans la Cévennes. Marie-Christine Béguet, qu'on adore, mais dont on n'a pas beaucoup de nouvelles. Clément, qui est un graveur génial, qui grave sur tout ce qui bouge. Van Gogh de la taille d'épargne. Agnès Dubar, en relégation en Bretagne Sud, après l'avoir été en Ariège et avoir quitté l'île où on l'a connu. Thierry Morciot, un graveur bruxellois magnifique. Alice Amoroso, une graveuse parisienne magnifique. Raoul Villoula, un graveur parisien magnifique. Colette et Jacqueline, deux femmes veuves d'artistes, Raymond Imbert et Odon. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui sont plus qu'une et qui signent Claude Isner, des polars qui ont de hautes tenues. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, on lui fait des poutous. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants Québec. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance, c'était son émission, une radio unie. Et oui, Cécile, on la sent et on t'aime. La rousse flamboyante qui est plus rousse, hélas, mais maintenant qui est blanche, voilà, qui anime deux émissions sur une radio ONI le mercredi après-midi consacrées aux enfants et à leurs parents. Et comme c'est une ancienne enseignante, elle sait de quoi elle cause. Et elle en cause bien d'ailleurs. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Kenny. Tout ça se passe à Bourg-en-Marlotte, une ville mythique et collée à la forêt de Fontainebleau où beaucoup d'artistes naturalistes et même impressionnistes ont vécu des moments de création magnifiques. Dominique Paula-Dardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, dont nous chérissons souvenir à la personne, ainsi que sa maman Thérèse Franco. Marie Degnaud, qui est la patronne de la galerie Kaléidoscope, rive gauche, après avoir été rive droite. Voilà, et elle expose en ce moment une jeune artiste tchèque, Teresa Lockman, qui est une graveuse émérite aussi. Antoine Manoury des Champignons, c'est un trio musicaux, pas triste. Anne Sinracka, une peintre polonaise, une pote à ma camarade Peiteco, mais une peintre qui en a dans le pinceau, si on peut dire ça comme ça. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakaï.fr et tout de suite on se finit avec Faut vivre de Mélisse Mel. Ouais, salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre.
Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.